Bienvenue sur les podcasts de Tech15. Animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vue du banc met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes rugby. Quelle est la vision de leur sport? Quelles sont les particularités de leur métier? Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence? Pour le découvrir, Vue du banc est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti. C'est à une plongée dans la vie de groupe d'une équipe professionnelle de rugby que ce 6e épisode de Vue du banc vous convie. Avec Gonzalo Quesada et Denis Troche, nous allons évoquer en effet la gestion d'un groupe de joueurs appelés à évoluer au fil de la saison en raison des calendriers qui se télescopent. Bonjour Gonzalo Quesada. Bonjour, salut. Bonjour Denis Troche. Bonjour Jean-Paul. Gonzalo Quesada, je rappelle, si besoin était, que tu es manager du Stade français, 38 sélections en équipe d'Argentine au poste de demi d'ouverture et entraîneur depuis 2008, passé par Biarritz, le Racing, l'équipe d'Argentine et puis maintenant le Stade français. Denis Troche, footballeur, ancien gardien de but, entraîneur, passé notamment par le Paris Saint-Germain, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Tu es aujourd'hui spécialisé dans l'entraînement, le management, la préparation mentale des sportifs professionnels. Pour faire court, tu es coach mental au sein de l'entreprise que tu as créée en 2010. Tu interviens régulièrement dans les sessions de formation d'entraîneurs que propose Tech15 d'ailleurs via l'IFER, son institut de formation. Mais tu interviens aussi dans les clubs de rugby ou d'autres sports et puis dans les entreprises. Merci de nous faire profiter de votre expertise sur ce sujet hautement délicat. Alors, avant de vous donner la parole, je vais vous donner un certain nombre de cas de figure et vérifiez bien que je suis assez complet sur le sujet. Alors, en raison de ces calendriers qui se télescopent, certains joueurs profitent des doublons championnat-match international pour passer du statut de remplaçant à celui de titulaire. D'autres font des allers-retours entre le club et l'équipe nationale et reviennent parfois avec des certitudes, des doutes et parfois aussi des blessures. Les joueurs retenus par le sélectionneur en vue du match international sont parfois renvoyés en club 48 heures avant le match de championnat. On pourrait rajouter des joueurs qui ne figurent pas encore dans le roulement de l'équipe et qui comptent bien profiter de l'opportunité pour tenter leur chance. Gonzalo, j'ai été complet sur le sujet ? Oui, c'est assez complet. C'est vrai que ça, plus les différentes périodes de vacances, parce que bon, quand on donne des vacances aux joueurs, en général, c'est pendant la période internationale. Donc, les joueurs qui sont internationaux, ils sont en décalage des semaines off. Donc, il faut faire les puzzles pour donner des semaines obligatoires off à tous les joueurs. Mais c'est des choses qu'on sait en avance et qu'on anticipe pas mal avec les staffs. Ouais. Combien tu as de joueurs concernés aujourd'hui par le doublon avec le tournoi ? Heureusement, cette année, c'est l'année, je pense, depuis que j'ai débuté ma carrière, que j'ai les moins de casse-têtes, les moins de joueurs. Aujourd'hui, j'ai Sekou Makalou qui est protégé pour ce week-end pour l'équipe de France. Oui. J'ai eu Julien Delbuy et Clément Casse-tête qui ont fait quelques allers-retours dans les groupes des 42. Oui. Et ensuite, j'ai Sargo Abramishvili et Georgi Tsutsilekidze qui sont deux joueurs qui sont avec l'équipe de Géorgie. C'est tout. Voilà. Et Marcos Kremer, par exemple, il est avec l'Argentine, mais il n'y a pas de match en ce moment, c'est ça ? Exact. Marcos, on l'a pas ici pendant que les joueurs européens sont là, on va dire, les joueurs internationaux européens. Ils partent plutôt dans la période de début de saison, entre août, septembre, octobre. Ils reviennent 3 semaines avant de repartir pour la tournée de novembre. Par contre, quand ils reviennent en décembre, on les doit des vacances. Il y a la sortie de ces vacances. Au mois de décembre, en général, jusqu'à la fin de la saison, les joueurs de l'hémisphère sud, on les a. Et c'est au tour des joueurs européens de faire, après la tournée de novembre, disparaître, on va dire, pendant les 2 mois du tournoi, ou faire des allers-retours de navettes. D'accord. Denis, lors de tes interventions dans les clubs ou dans les sessions de formation et les entretiens avec les entraîneurs et les joueurs, parfois, c'est une problématique qui revient souvent sur le tapis ? Régulièrement, très régulièrement, entre les allers-retours avec l'équipe de France, les déceptions quand les joueurs reviennent 48 heures avant le match international, ou quand ils reviennent après cette sélection, il y a une décompression qui est normale. C'est une normalité que le joueur revienne et ne soit pas dans la même dynamique en sélection qu'en club.
le fait que des joueurs pensent que lorsqu'ils partent une sélection ou les joueurs partent en sélection, certains joueurs du club saisissent les opportunités, mais si le joueur sélectionné revient, il est remis dans l'équipe et ça peut faire des déceptions. Le joueur qui revient de sélection en club peut être aussi déçu. Donc là, vraiment, c'est loin d'être simple si les choses ne sont pas claires au départ. Oui, c'est ça. On va en parler, on va prendre cas de figure par cas de figure. Gonzalo, tu redoutes, même si c'est un peu plus calme pour toi cette saison, tu redoutes que le groupe se fragilise quand arrive cette période des doublons? Oui, je pense qu'il y a une partie qui évidemment, est on va dire, d'un secteur plutôt psychologique, comme il a dit Denis. C'est cette joie d'être sélectionné qui peut très vite faire un ascenseur émotionnel où on est très déçu de finalement pas être gardé dans les 28. Et après, ça c'est une partie plus dans la gestion du joueur, cette partie-là un peu mentale, on va dire. Mais de l'autre côté, il y a les challenges physiques des joueurs qui commencent à faire des allers-retours. On doit être très attentif à la charge d'entraînement qu'ils font avec nous, qu'ils font avec eux, et jongler un petit peu avec tout ça. Mais concernant un petit peu la gestion, pour nous, c'est très important. Pour moi, la clé, c'est les débuts de saison, la pré-saison. Nous, on passe les 6 semaines de pré-saison. Nous, on fait un travail très, très profond sur la construction d'une vision commune. Qu'est-ce que je veux dire? On co-construit un peu nos objectifs. On donne un cadre, évidemment, moi avant tout, et ensuite le staff. Et après on co-construit des objectifs communs. On décide ensemble où on veut aller. On co-construit une identité commune pour savoir qui on veut être, quel type d'équipe, quel type de groupe, quelles valeurs vont nous représenter. Ensuite, on décide une culture, ça veut dire comment on va faire les choses, quelles seront nos règles, quels seront nos rituels. On se met d'accord, on les présente, on les vit, ça on les vit, on l'exprime, on adhère, on s'engage. Et je pense qu'ensuite, ces allers-retours en sélection, les différentes périodes qu'on peut traverser, des moments plus ou moins sympas à traverser, sont plus faciles à gérer, oui. On a un socle sur lequel on s'appuie. Après, c'est notre cohérence, notre consistance dans ces managements de rester très, très liés à ces engagements communs. Donc, c'est ça qui, pour moi, nous permet de surfer sur ces périodes-là. Denis, on comprend bien, d'après les propos de Gonzalo Quesada, qu'il faut un cadre. Comment on pourrait le résumer, ce cadre d'intervention? Gonzalo l'a très très bien défini, ce qui est important, il l'a décrit à la perfection. On peut prendre pour exemple que pour manager, que ce soit dans le monde du sport ou dans l'entreprise, il y a un acronyme qui est INA. Il est important de connaître ça quand on manage, c'est le I pour imposer, c'est-à-dire mettre un cadre, mettre des limites, mettre des règles, des lois. Oui. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de hors-la-loi. Ça veut dire que si on ne met pas un cadre, tout le monde, c'est l'anarchie, tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut. Donc l'idée première est de mettre un cadre, comme on décrit un terrain de rugby, un terrain de football, un ring de boxe, un tatami au judo, où là, à l'intérieur de ce cadre, il y a des lois qui sont bien définies, qui sont différentes de celles qui se passent à côté. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et on a entendu Gonzalo qui a très bien donné ces règles. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de ce cadre, à l'intérieur de ce terrain de jeu avec lequel on va travailler, eh bien, on doit animer et négocier. Et donc, il y a une part de négociation où on va négocier les échanges avec les protagonistes, les joueurs, les entraîneurs, le staff, etc. Oui. Et il y a également une animation, animer bien sûr les entraînements, les relations avec les joueurs, entre le staff et les joueurs, etc. Mais la première des choses, c'est mettre un cadre. Ce cadre qui permet, comme l'exprimait Gonzalo tout à l'heure, d'avoir cette communauté de destin qui va amener le groupe professionnel, j'allais pas dire sur une autoroute dégagée, parce qu'on sait bien qu'il va y avoir au cours de la saison des surprises, bonnes ou mauvaises, mais ça permet quand même d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est ça Gonzalo? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on ait, comme on dit, dans les bases de la gestion des groupes, des dynamiques des groupes. Non, il nous faut un pourquoi
profond, très clair, qu'on visualise tous, qu'on exprime tous, et ensuite on construit autour de ce pourquoi, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, pour mon rôle, les managers, peu importe la période, on sait que c'est l'équipe avant tout, et les valeurs de l'équipe, les objectifs de l'équipe, ou les types des cadres qu'on a décidés en termes de culture d'équipe aussi. Donc, on va prendre nos décisions et gérer en fonction de ça. C'est pas, on a perdu 2 matchs, donc là, on part à gauche. On a gagné 3 matchs, donc on laisse faire ça. Oui, Ou, oui. il y a un joueur international qui tout est clair. Nous, quand on les semaines, moi, tout est transparent. On va pas punir un joueur qui a été sélectionné en équipe de France et qui revient en club. Et on va pas, il y a personne qui va être surpris. Si nous, les lundis, mardis, on fait des entraînements avec certains joueurs et nous, on prévient, les gars, on va donner l'équipe jeudi. Mercredi soir, on saura si, pour exemple, des dernières semaines, Clément Castet ou Sekou Makalou ou Julien Delgouille revient. S'ils reviennent, on ne dit pas qu'ils vont jouer ou pas jouer. On donnera l'équipe. Oui, à ce je comprends. moment-là. On va prendre. Oui. Mieux pour l'équipe. Pardon de te couper, Gonzalo. On va commencer par ces joueurs qui ne sont pas titulaires en règle générale et qui, à l'occasion de ces doublons, retrouvent du temps de jeu. Alors, ils s'y attendent, bien sûr. Ils s'impatientaient même. Mais du coup, ils ont une double pression, celle de maintenir le club à son niveau et de prouver au coach qu'ils sont performants. Denis, c'est un passage difficile pour le joueur? Non, c'est un passage normal. Quand on est sportif de haut niveau, on tend tous vers le fait d'être titulaire à un moment donné, et on sait très bien qu'il y a des opportunités qu'il ne faudra pas rater. Oui. Mais c'est aussi un sport de niveau. Il faut se concentrer et être présent le jour J, ni la veille, ni le lendemain, mais bien présent. Donc ça, c'est monnaie courante dans le monde du sport de niveau, et notamment dans le rugby. Ils savent à quoi s'en tenir, et ils savent très bien que ces joueurs-là deviendront titulaires, peut-être parce qu'il y aura une blessure, peut-être parce qu'il y aura un joueur suspendu ou bien un joueur qui est en sélection. Peu importe, il sait que la chance, elle va passer, mais elle sera éphémère. Donc, ils sont concentrés pour ça, et je pense que ce n'est pas véritablement une problématique à prendre en considération. Je reviens à ces joueurs, Gonzalo, qui vont gérer la période parfois avec succès d'ailleurs, hein, et qui 3 mois plus tard seront privés de phase finale, par exemple. Comment on peut justifier ça? C'est dur humainement, non? Non, mais moi je pense que ça c'est peut-être une vision plus extérieure de comment ça se passe dans un club. Franchement, nous, on fait tout pour que d'une façon très honnête et très cohérente, soit très très compliqué pour un joueur dire j'ai fait partie des titulaires, j'ai fait partie des remplaçants. Nous, on part sur une grosse pré-saison. Il y a 10 mois de compétition, presque 11 mois de travail, parce que les joueurs, ils ont 4 semaines off, 4-5, et ensuite on est reparti pour la pré-saison. Donc c'est impossible pour les mêmes joueurs de garder un niveau des performances pendant 10 mois. Donc tous les joueurs, ils ont des hauts et des bas. Oui. Notre travail, comme à ma place, c'est de vraiment, dès le début de la saison, une fois ces cadres construits, ensuite être très juste, de donner le maximum d'opportunités à tous les joueurs. Et à fur et à mesure que la saison avance, évidemment, ceux qui ont joué mieux, ceux qui ont représenté le mieux les valeurs qui ont été décidées pour l'équipe, c'est évidemment, il y a des joueurs qui jouent un peu plus que d'autres, mais il faut absolument garder une certaine rotation, une certaine logique pour garder un maximum des joueurs concernés. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'un joueur se voit un peu dans la description que tu viens de faire, de dire, écoute, moi, je suis jamais pris, je suis pris que quand il y a un doublon, ok, quand il y a un match où on fait beaucoup tourner. Cette sensation, elle est terrible, elle est très négative, et c'est très difficile qu'un joueur soit performant, qu'il a cette perception. C'est lui qui a senti qu'il y a eu des opportunités. Et malheureusement, il y a un joueur qui joue un peu plus, il va avoir une motivation quand cette période arrive de se remontrer, et c'est ça qu'il faut créer. Vous écoutez Vue du banc avec Gonzalo Quesada, manager du Stade français, et Denis Troche, coach mental. Il est important de savoir que tout est prévu
les temps de jeu, l'engagement, les respects des valeurs, etc. Et qu'un joueur joue beaucoup ou peu, il le sait en début de saison en règle générale, sauf s'il y a des blessures et qu'il est amené à être beaucoup plus sur le terrain. Moi, ce que je pense derrière tout ça, qui est important, c'est de savoir que quand un joueur rentre, qu'il soit pas forcément titulaire en début de saison, mais qu'il entre sur le terrain, qu'on le considère comme un titulaire. C'est ça la chose la plus importante, c'est que éviter de penser que ce joueur-là prend la place d'un titulaire. Non, on a un titulaire, c'est celui qui démarre le match, ou l'équipe ou le groupe qui démarre une rencontre. Les blessés, les joueurs qui sont en sélection, c'est une autre chose. On peut difficilement prétexter, dire que c'est dommage qu'il manque tel ou tel joueur. Au football, on pense énormément comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins au rugby. Mais attention de ne pas amenuiser la performance du joueur qui ne joue pas toujours. Parce qu'on dit, ah ouais, mais il joue pas tellement, donc on va peut-être être affaibli. Non, on sera affaibli si on pense qu'il n'est pas titulaire du jour et si on pense qu'il y a mieux que lui qui est en sélection ou qui est blessé. Denis, est-ce que c'est pour ça peut-être que Fabien Galtier parle non pas des remplaçants mais des finisseurs en équipe de France ? Oui, c'est une image, une très belle image. Et chacun d'entre nous peut avoir une définition des joueurs qui sont en complément ou qui sont là dans un groupe. On parle certaines personnes, certains entraîneurs parlent de groupe plus que d'équipe, en sachant que même quand on est remplaçant, on a une influence sur le résultat. Ouais. Et est-ce qu'il t'est arrivé, Denis, de rencontrer des entraîneurs qui étaient un petit peu perturbés par ce sujet et qui n'arrivaient pas à s'en sortir et qui commettaient des erreurs dans la relation, dans la négociation, justement, comme tu expliquais tout à l'heure? Bah, moi, le premier, bien sûr, qui m'est arrivé bien des fois de ne pas comprendre, parfois de me plaindre de ne pas avoir certains joueurs. Parce qu'ils étaient blessés ou parce qu'ils étaient partis en sélection. Oui, je l'ai fait. C'est vraiment la pire des choses qu'il puisse y avoir. Quand un joueur est remplaçant et qu'il sait qu'il joue parce que le titulaire n'est pas là, c'est pas lui donner de la force, de l'engagement et de la confiance. Ça concerne tous les sports. Bon, ça concerne le rugby, bien entendu, puisque c'est le sport qui nous intéresse aujourd'hui, mais ça concerne vraiment tous les sports collectifs, c'est ça ? Oui, complètement, que ce soit au basket, que ce soit au football, au rugby, bien sûr, au vélo, même dans le cyclisme, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a des coureurs qu'il faut motiver, qui vont jamais gagner une seule rencontre ou une seule course de leur carrière. C'est un truc terrible. Hein. Ils vont faire 50 courses à l'année et ils vont pas gagner une seule fois. Les porteurs de bidon, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Gonzalo, je pense aussi à ce joueur qui prépare le match de l'équipe nationale, puisqu'on sait que maintenant il y a 42 joueurs qui sont à la disposition du sélectionneur national, mais qui au final est renvoyé dans son club, où on va lui demander de se focaliser sur le match de championnat, qui change donc de groupe et d'objectif en l'espace d'une journée. Dans quelle étape psychologique arrive-t-il, Gonzalo ? Oui, il y a des cas et des cas, mais quoi qu'il arrive, c'est difficile. Changer d'une dynamique, d'un discours, de la préparation d'un certain objectif, comme ça peut être un tournoi à destination, aller chercher un grand chelem ou gagner un tournoi. Nous, on échange beaucoup pour voir un petit peu. Nous, cette année, on a la chance que l'équipe va très bien. On a su créer l'environnement pour qu'il y ait un groupe qui est très soudé, qui a un rêve en commun, qui a créé une dynamique positive. Donc, on a ressenti chez les joueurs, on a une vraie envie de jouer. Pour reprendre le plaisir de jouer avec son club et la dynamique dans laquelle elle est, mais surtout aussi, heureusement, et dans ce sens-là, c'est l'aide des coachs et l'équipe de France, que les joueurs, ils ont compris par rapport à les messages donnés par leur coach, que leurs performances en club vont être très importantes. Donc là, c'est super intéressant aussi, ce travail en commun avec l'équipe de France, où forcément, leurs coachs, ils comprennent notre situation et les joueurs sont conscients qu'ils ont besoin de performer en club pour revenir. Donc, c'est une motivation supplémentaire. Et Gonzalo, toi, en tant que joueur, tu as vécu ce genre de situation ou pas ? Ou tu étais titulaire indiscutable, c'est ça ? Non, j'ai tout vécu. Moi, franchement, j'étais une période, j'étais très jeune, sélectionné très jeune. Il y avait
Et c'est sûr que tu sens que tu es pris tous les gros matchs, tu es pris en sélection. Après, j'ai eu des périodes de doutes, des périodes de blessures, des périodes où j'avais pas de doutes ni de blessures, mais j'étais, entre guillemets, plus souvent remplaçant World Group qui est titulaire. J'ai tout, ça, c'est la longue carrière d'un joueur. On passe un peu partout, sauf les grandes stars. Même eux, il y a toujours une période un peu plus compliquée. Ouais. Donc voilà, après, c'est le travail avec aussi des professionnels comme Denis qui aident dans cet accompagnement qui aujourd'hui, ce coaching, il devient essentiel en parallèle de la gestion qu'on peut faire en tant que coach parce que là, nous, on a 30 quelques, 40 joueurs à gérer. Tous, je dis toujours pareil, dans les 40 joueurs, j'ai 15 qui sont même pas contents, c'est normal qu'ils soient titulaires, on va dire, parce qu'ils se considèrent les meilleurs. Et les autres 25 sont déçus parce que sont ceux qui pensaient aussi mériter de jouer. Donc, on navigue constamment. Et c'est très important pour finir ça. Je pense que c'est les feedbacks. Tu sais, souvent, on néglige, les coachs, la possibilité de faire des retours, des feedbacks. Et nous, chaque fois qu'un joueur n'a pas de feedback, dans leur tête, c'est un feedback négatif. Pas de feedback, c'est mauvais feedback. Donc, on a besoin d'exagérer, de trouver le temps de parler avec tous nos joueurs. Bien sûr, il faut formuler. Denis, il t'arrive d'intervenir sur un collectif, c'est-à-dire dans la même pièce, les entraîneurs, le staff en entier et les joueurs sur ce sujet ? Bien entendu. Bien entendu, moi, les actions que je mène dans les clubs où je passe, quels que soient les clubs, quelles que soient les activités, les sports, il y a toujours une information qui est donnée d'abord au staff, à l'entraîneur et au staff. Et après, je travaille avec les joueurs sur le plan individuel à volonté, c'est-à-dire simplement si le joueur en a envie. En dehors de ça, il y a des messages qui sont passés, des messages collégiaux, où tout le monde doit entendre la même chose, que ce soit le staff, les joueurs, que tout le monde entende le même discours d'un point de vue mental. Par exemple, on peut très bien travailler avec un groupe sur un laps de temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure, sur, par exemple, les switches que Gonzalo connaît très très bien. C'est passer d'une émotion à une autre, d'un état à un autre, d'une sélection à un club, apprendre à entraîner chacun des joueurs à comprendre qu'il est nécessaire de switcher d'une émotion à une autre, mais aussi d'apprendre à rebondir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir rebondir le plus vite possible. Et toutes ces choses-là peuvent se faire en groupe, en collectif, parce qu'il y a de l'animosité, il n'y a pas de l'animosité, il y a des relations, des interactions positives qui se créent à ce moment-là. On va travailler aussi sur la réaction, l'action, sur l'anticipation. Toutes ces choses qui sont nécessaires pour qu'un joueur puisse se retrouver lorsqu'il est dans des situations compliquées, complexes, de difficultés, qu'il puisse vite sortir de cette dynamique négative. Oui. Gonzalo parlait tout à l'heure d'ascenseur émotionnel. J'ajouterais un mouvement permanent dans un club de rugby professionnel. Est-ce que chaque club, Denis, devrait selon toi s'appuyer sur un coach mental apte à gérer ces périodes difficiles comme la spirale de la défaite, l'entraîneur limogé au beau milieu de la saison? Enfin, il y en a des sujets. Je pense qu'il y a on ne peut pas ne pas voir en face les nécessités d'une approche mentale. Je sais que Gonzalo connaît très très bien l'approche mentale, et parfois l'entraîneur n'a pas le temps, n'a pas forcément l'expertise de ça, et il va déléguer. Et je trouve que c'est très bien, c'est légitime. Mais aujourd'hui, tous les entraîneurs ne le font pas, et on peut pas accabler un entraîneur qui ne le fera pas. Il vaut mieux ne pas le faire, qu'il n'y ait pas d'accompagnement, qu'un accompagnement qui soit fait à l'emporte-pièce, qui soit fait, mais avec des réticences. Il faut l'accord de l'entraîneur et du staff. C'est pour cette raison que moi, je travaille d'abord avec le staff. Je transmets tous les outils, toutes les techniques, et ce ne sont pas que des techniques et des outils de préparation mentale, mais ce sont des techniques et des outils qui sont en relation avec le bon sens, c'est-à-dire les choses normales. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de travail sur l'aspect stratégique, tactique, technique. Moi, je suis complètement en dehors de ça. J'ai beaucoup plus un travail où les personnes vont venir me voir pour chasser les interférences négatives qu'ils ont dans leur tête. Ça peut être le stress, mais ça peut être aussi ils ont mal dormi, ils ont eu des problématiques particulières. Et toutes ces choses-là doivent être sorties de leur tête pour qu'ils soient le plus performants possible. Oui, toi, tu es pragmatique, tu es neutre, tu as du recul. Voilà, tu n'es pas partie prenante. C'est non, je ne vais même pas voir les matchs. J'ai accompagné l'ASM, donc
l'année du titre, mais j'ai vu un match de l'ASM, c'est la finale. Ouais. Donc j'ai jamais allé au stade, j'allais pas dans les tribunes, j'allais pas dans le vestiaire du match, jamais. J'avais aucun contact avec la presse, j'avais aucun contact, je voulais absolument pour pas être envahi par les émotions qui correspondent à l'émotion qui est du jour, soit de la tristesse, de la colère, de la joie. Parce que si moi je me mets dans cette dynamique-là, je suis plus une référence neutre. Je fais partie intégrante du club. Et c'est pour moi l'approche mentale, la personne qui travaille sur le mental ne peut pas, pour moi, hein, je veux Ouais. dire, ne peut pas être dans le club parce qu'elle suit les émotions du club. D'accord. Et des- Gonzalo, un mot un petit peu plus technique peut-être. Que dire du projet de jeu quand le groupe subit ces modifications dans les moments clés de la saison? Est-ce qu'il faut parfois revoir ses ambitions à la baisse? Est-ce qu'il faut faire le dos rond en quelque sorte? Ou tout le monde, rugbystiquement parlant, peut tout de suite s'adapter? Oui, écoute, moi j'ai aussi une vision assez particulière. Tu parles du projet de jeu. Justement, lié à toute cette thématique, nous, on parle d'abord de construire notre projet d'équipe. Une fois qu'on a notre projet d'équipe, de quelle équipe on veut être, vers où on va aller, comment on va être défini. Ensuite, on a notre projet de jeu qui est évidemment en lien à ces projets d'équipe, notre vision commune que je te disais avant. Donc, une fois qu'on est dans cette dynamique, c'est vraiment plus simple de gérer cette période. Et nous, dans le rugby, on a l'énorme chance c'est un sport où l'adversité, elle est très bienvenue. Tu sais, donc si les coachs, on n'est pas trop bêtes, on s'appuie sur et ça, il faut juste bien lire les interviews, les commentaires des coachs, des joueurs. On s'appuie énormément sur tous contre nous, nous seuls contre le monde, la difficulté, l'adversité. Les joueurs sont pas là, on a beaucoup de blessés, tout est contre. Et ça permet d'aller chercher des valeurs profondes, de combativité, d'engagement, un certain état d'esprit. Qui est beaucoup plus facile à alimenter pendant cette période Ouais, un peu où c'est un peu compliqué. il faut nourrir cette combativité, c'est ça, qui est propre Quand aux joueurs de rugby. tout va bien, je préfère quand on a tous nos joueurs disponibles, quand le terrain il est beau, mais on a très souvent d'adversités, donc ça peut être une crise et ça nous permettre d'avoir des excuses bidons, ou ça peut être un moment d'aller justement chercher un petit peu plus profond et utiliser ces adversités comme une opportunité pour avoir des liens plus forts, etc. Ouais. Et voilà, et je profite aussi par rapport à ce que tu disais. Moi, je pense qu'on est un peu en retard par rapport à la capacité d'avoir dans les staffs quelqu'un, un psy, un coach, etc. Je pense que avoir quelqu'un qui a cette vision, qui travaille avec les staffs, comme il a dit Denis, je pense que c'est essentiel. Ouais. Et dans le reste du monde, dans le monde anglo-saxon, il est très normal. Ouais. Et nous, on y va tout doucement. Ouais, ça a été peut-être longtemps, et c'est encore d'actualité, le domaine préservé de l'entraîneur, non? Oui, mais bon, les entraîneurs, c'est les premiers problèmes de l'entraîneur, c'est qu'avant, les 99% des entraîneurs, peu importe les niveaux, avant d'être entraîneur, étaient joueurs. Donc, la première partie, c'est de voir à quel moment on arrête d'être un joueur. Les joueurs, l'entraîneur qui est un peu joueur, qui se base dans son expérience des joueurs, dans son vécu, ses croyances complètement installées dans sa façon de voir le monde et les sports, la façon d'entraîner. Donc, si on s'appuie que sur son expérience, et ça, même si on fait des DE, des DES, etc., c'est un peu compliqué. Je pense que la première partie comme coach, c'est faire un énorme travail sur soi pour vraiment identifier, avoir ce recul pour identifier, OK, Ouais. à quel moment je risque de faire des projections sur ce que j'étais comme joueur, les formules qui ont marché pour moi. Et donc, je pense qu'on peut tous tomber là-dedans. Et ces reculs, plus on a quelqu'un qui est capable d'avoir la capacité scientifique aussi d'accompagner, parce qu'il y a beaucoup de coachs, et moi je me suis beaucoup formé, comme il a dit Denis, il y a beaucoup de coachs qui sont d'accompagnants aussi, des préparateurs mentaux qui ne sont pas assez prêts ils n'ont pas honte ils se proposent, même pour accompagner des staffs professionnels, qui me paraît aussi mauvais que ne pas avoir personne, pire qu'avoir mieux avoir personne qu'un mauvais après.
Donc voilà, je pense que pour le staff, avec les niveaux de stress, etc., et cette capacité à être lucide, c'est super important. Ouais, Denis, on a le sentiment, d'après ce que dit Gonzalo, et on peut adhérer, que c'est pas encore dans la culture du sport de haut niveau en France que cet accompagnement mental qui pourrait, qui semble complètement indispensable à une équipe professionnelle qui vit des moments compliqués dans une saison. Alors, c'est un petit peu particulier. Moi, si je me suis reconverti après 23 ans, j'ai entraîné 23 ans au plus haut niveau. Si je me suis reconverti dans cette approche mentale, c'est parce que je pensais qu'il manquait cette approche mentale pour les sportifs et les staffs techniques des clubs, quelle que soit l'activité, quel que soit le sport. J'ai fait ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis investi totalement. Et depuis maintenant 13 ans, je vis que de ça, avec des actions dans les entreprises, mais c'est mon métier. Et je vois aujourd'hui qu'on n'est que très peu nombreux à travailler sur l'approche mentale, qui plus est sur l'approche mentale collégiale de groupe et d'équipe professionnelle. Et j'entends aussi quand Gonzalo dit qu'il est préférable de ne pas être accompagné plutôt que d'être accompagné par des personnes qui sont néophytes, qui débutent dans le métier. Et oui, quand on est sportif de haut niveau, on s'est construit par soi-même. On a trouvé un chemin qui nous a permis de grandir et d'arriver au plus haut niveau. Et on ne peut pas déconstruire tout ce que l'on a mis en place pour y arriver. Et généralement, quand on sort des écoles et des études, des universités, on a tendance à vouloir refaire le monde des sportifs de haut niveau parce que, quelque part, on a cru ou on va passer par ce biais-là pour vivre de grandes émotions. Et c'est pour cette raison que même moi, qui suis un expert, après avoir gagné des titres en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et je suis sorti de ça et que je ne vais pas voir les matchs et je me distancie énormément des émotions, c'est justement parce qu'on a tendance à être happé. Alors quelqu'un qui n'a jamais gagné et qui va rentrer dans ce milieu et dans ce domaine, effectivement, il peut y avoir des dégâts. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question et j'ai le sentiment en plus que à la fois Gonzalo et toi Denis, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à cette problématique qui donc culturellement n'est pas encore rentrée dans le monde professionnel sportif en France, contrairement aux anglo-saxons. Gonzalo Quesada, Denis Troche, merci à vous car grâce à votre expertise et votre expérience, on en sait beaucoup plus sur ce sujet et sur le management qu'il faut mettre en œuvre pour que tout se passe bien. Ce podcast est terminé. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Ok, merci beaucoup. Au revoir, Gonzalo. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu? N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vue du banc vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.